Aujourd'hui, je me suis installé au pavillon de l'Arsenal à Paris, où se tient l'exposition Paris Métropole 2020. Car ces dernières semaines, je vous ai parlé de l'histoire de Paris, mais qu'en est-il maintenant de son futur? Car Paris doit tout à la fois rester fidèle à son histoire et protéger son incroyable patrimoine. Et en même temps, c'est une capitale qui est inscrite dans l'économie mondialisée. Elle doit être respectueuse de l'après-Kyoto, c'est-à-dire sobre en énergie, peu polluante. En même temps, il faut construire des logements, améliorer l'offre de transport entre la banlieue et le centre notamment. C'est donc la quadrature de ce cercle que va tenter de résoudre les projets du Grand Paris et dont je vais vous parler aujourd'hui. Regardez cette vue aérienne. Elle nous montre un territoire d'environ 15 000 km² autour de Paris, capitale de la France. Mais de quoi parlons-nous exactement? Du bassin parisien, de la région parisienne, de l'Île-de-France? Donc soyons précis. D'abord, il y a la ville de Paris elle-même, intramuros, dont vous voyez là les limites administratives et dont je vous ai longuement raconté l'histoire. Au-delà, c'est ce qu'on appelle la petite couronne. Il s'agit des départements immédiatement voisins de Paris et qui sont au nombre de trois: Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne. Ils sont eux-mêmes entourés par les départements de la Grande Couronne: Seine-et-Marne, Essonne, Yvelines et Val d'Oise. Et c'est tout cet ensemble qui forme la région Île-de-France. L'Île-de-France est l'une des 22 régions que compte le pays. Elle occupe moins de 3% du territoire, mais regroupe 19% de la population française et génère à elle seule 31% du PIB national. La vie économique et sociale de la région est très centrée sur la capitale. D'ailleurs, le tracé des réseaux de transport le montre très bien. Regardez ce plan du RER, le réseau express régional. On voit que les lignes convergent vers Paris et que le RER, contrairement à ce que ce nom de réseau indique, ne connecte pas les villes de la périphérie entre elles. Ce réseau est certes très étendu, mais il est aujourd'hui vieillissant et surtout saturé. D'abord par manque d'investissement, mais surtout parce que la région parisienne a connu une croissance démographique très importante, plus 20% dans la petite couronne entre 1999 et 2009. Ainsi, le RER A passe souvent la barre du million de voyageurs par jour, ou encore, en une journée, il y a plus de voyageurs sur la ligne RER B qu'il n'y en a sur l'ensemble du réseau TGV en France. Et pour bien prendre la mesure de cette saturation, comparons les densités de population. Alors que la moyenne nationale est de 114 habitants au kilomètre carré, elle est de 976 en Île-de-France et de plus de 21 000 habitants au kilomètre carré à Paris. En fait, c'est l'une des plus fortes densités urbaines au monde. Pour vous donner une idée, New York, c'est un petit peu plus que 10 000 habitants au kilomètre carré et Hong Kong, 6 400 habitants au kilomètre carré. Et l'une des explications de cette densité, c'est la faible superficie de Paris. La ville intramuros fait 105 km², ce qui est peu comparé à Berlin, Rome ou encore Londres, qui est 15 fois plus vaste, même si les contours administratifs sont différents. Alors comment expliquer que Paris soit si peu étendue en comparaison des autres capitales européennes? D'abord, la ville n'a cessé d'être limitée par ses enceintes, qu'elles soient militaires, administratives ou fiscales. Enceinte de Philippe Auguste, enceinte de Charles V, barrière fiscale des fermiers généraux, fortification de Thiers. Cette dernière enceinte a été détruite dans les années 1920, mais c'est pourtant juste à côté qu'on a construit, à partir de 1960, cette autoroute urbaine qu'est le boulevard périphérique et qui, une fois encore, limite et isole la ville. À tout cela s'ajoutent les règlements d'urbanisme. Jusqu'en novembre 2010, et à quelques exceptions près, la hauteur constructible était limitée à 25 mètres dans les arrondissements centraux et à 37 mètres dans les arrondissements périphériques. Ceci afin de protéger l'extraordinaire cohérence architecturale de cette ville vieille de 2000 ans. Donc résumons: superficie restreinte, densité de population importante, hauteur de construction limitée et les flux domicile-travail qui convergent tous vers Paris. Résultat, Paris étouffe. Alors que faire? Eh bien, il faut imaginer un Paris plus grand, un Paris agrandi, en somme, un grand Paris. D'ailleurs, l'idée n'est pas nouvelle. Au XIXe siècle, Napoléon III rêve déjà d'une capitale qui s'étendrait de Saint-Germain-en-Laye aux environs de Chelles.
Puis dans les années 30, l'architecte et urbaniste Henri Prost établit un plan directeur de la région parisienne. Il propose de désenclaver Paris par de nouveaux axes routiers et surtout par une redéfinition du périmètre d'urbanisation et des banlieues qu'il voit comme les portes d'entrée de la capitale. L'idée d'un Grand Paris revient à la fin des années 2000. On peut retenir trois éléments des chantiers à prévoir: la gouvernance, l'urbanisme et les logements, et les transports. Commençons par les transports. Baptisé Grand Paris Express, le réseau que vous voyez là doit répondre aux nouveaux besoins en matière de transport et favoriser une plus grande attractivité de la région. Il s'appuie sur l'ouverture de nouvelles lignes et sur la modernisation et l'extension des lignes existantes. Ainsi, la ligne 14 est prolongée au nord en direction de Saint-Denis et au sud jusqu'à l'aéroport d'Orly. La ligne 11, après un premier prolongement, atteindra Noisy-Champs en 2025 et sera alors connectée au RER A et aux nouvelles lignes qui contourneront Paris. Regardons justement ces nouvelles lignes prévues. La ligne 15 sera opérationnelle en 2030. C'est un métro enterré d'une capacité équivalente à celle de l'actuel métro parisien. Elle dessert le quartier d'affaires de la Défense, relie les villes de la Petite Couronne, ce qui permet d'aller d'un point à un autre en évitant de transiter par le centre de Paris. La ligne 16 devrait ouvrir en 2023. C'est une ligne de métro automatique qui va désenclaver les banlieues est les plus éloignées de la capitale et les relier aux lignes A et B du RER. La ligne 17, prévue à l'horizon 2027, doit connecter les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget et ainsi permettre la desserte vers Paris. Et pour finir, la ligne 18. Elle reliera en 2030 l'aéroport d'Orly à Versailles en traversant le plateau de Saclay, qui est un important pôle d'enseignement et de recherche scientifique. Après 2030, un prolongement est prévu jusqu'à Nanterre, autre pôle d'enseignement, avec son importante université. Au total, ce sont 205 km de lignes, 72 nouvelles gares, le tout pour un budget estimé actuellement à 30 milliards d'euros. 2 millions de voyageurs par jour sont attendus sur l'ensemble de ce réseau qui reliera les zones d'habitat, les aéroports, les grands pôles de compétitivité et donc les bassins d'emploi. Deuxième aspect sur lequel je voulais m'arrêter, les projets d'urbanisme et d'architecture. En décembre 2007 est lancée une consultation internationale pour l'avenir du Paris métropolitain. 10 équipes internationales proposent alors leur vision d'un Grand Paris en tenant compte du protocole de Kyoto sur le climat. Parmi elles, un projet tout à fait original, c'est celui de l'architecte et urbaniste Antoine Grimbach. Son idée, c'est que Paris doit se tourner vers la mer, via Rouen et Le Havre, par la vallée de la Seine. Paris est en effet une des rares grandes métropoles internationales qui n'est pas à l'embouchure d'un port. Or, le transport maritime est stratégique sur notre planète mondialisée. Au XXIe siècle, selon Grimbach, le Grand Paris doit donc se doter d'un pôle fluvio-maritime pour rester une ville de rang mondial. La vallée de la Seine deviendrait ainsi l'axe de la métropole, permettant pour une fois une croissance linéaire plutôt que radioconcentrique. Mais cette consultation, lancée en 2007, n'était pas un concours d'urbanisme, juste une sorte de brainstorming, ce qui signifie qu'aucune étude n'a été sélectionnée pour être réalisée. Alors où en est-on aujourd'hui? La réflexion se poursuit au sein de l'Atelier international du Grand Paris, qui regroupe les 10 équipes ayant participé à la consultation de 2007, plus 5 équipes supplémentaires. Mais paradoxalement, ce groupement d'intérêt public n'est pas un interlocuteur au ministère du Logement, où se prépare pourtant une loi sur l'urbanisme et le logement. D'où une certaine amertume de ses participants devant cette incohérence. Par ailleurs, de nombreux projets architecturaux ponctuels et de tailles diverses ont été intégrés au Grand Paris, à l'image de la tour Triangle. Haute de 180 mètres, elle sera au cœur du parc des expositions de la Porte de Versailles, et avec ses 42 étages, elle devrait transformer le parc des expositions en un ensemble tertiaire reconnu à l'échelle internationale. Les travaux pourraient commencer en 2013, mais un collectif de riverains s'oppose au projet, ce qui pourrait repousser l'échéance. D'autres projets sont en cours de réalisation, comme la restructuration du site des Halles dans le premier arrondissement de Paris.
En fait, le Grand Paris, c'est plus de 600 projets de toutes sortes et vous pourrez mieux les découvrir en venant au pavillon de l'Arsenal. Vous pourrez manipuler cette très grande maquette numérique qui est là dans mon dos et qui porte sur l'avenir de la capitale de la France. En fait, si on résume les grandes problématiques, d'abord Paris a besoin de plus de logements. Il faut améliorer l'offre de transport entre banlieues et entre les banlieues et le Paris-Centre, alors que Paris Intramuros a très bien réussi à réduire la place de l'automobile, et franchement, tant mieux. Construire plus de logements, et puis il y a aussi les problèmes de cohérence, de gouvernance, de coordination, car nos millefeuilles institutionnels créent des rivalités entre les communes, la ville, la région, l'État, et cela entraîne évidemment un certain nombre de déperditions et de pertes d'efficacité. Donc, est-ce que toutes ces institutions sont prêtes à se doter d'un outil de gouvernance plus ou moins commun? Et puis, il y a la question de l'urbanisme, car avec la désindustrialisation qui s'est achevée dans la douleur, la crise des banlieues, la crise de l'environnement et de l'énergie, comment retisser les liens autour de Paris et dans Paris? La capitale de la France peine à urbanistiquement, institutionnellement, socialement et donc mentalement à dépasser cette coupure, cette frontière que forme le boulevard périphérique. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur le site du Dessous des cartes. Nous avons regroupé tous les livres et tous les liens que nous avons consultés pour préparer ce dossier passionnant.